Bien, ben bonjour à tous et donc bienvenue à ce quatrième cours sur les logiques de programme. Et donc aujourd'hui, on va parler de parallélisme à mémoire partagée et d'une logique de programme qui est adaptée pour raisonner sur les programmes de ce type, la logique de séparation concurrente. Alors je vais commencer par un bref rappel sur le calcul parallèle à mémoire partagée. Donc le calcul parallèle, il y a un siècle, c'était ça. C'était donc beaucoup de personnes dans une salle avec des calculettes mécaniques. Mais déjà, il y avait l'idée de mettre plusieurs calculateurs au travail ensemble sur la même tâche. Et bon, donc c'est ça l'idée du calcul parallèle, faire travailler ensemble plusieurs unités de calcul, plusieurs CPU pour obtenir les résultats plus rapidement. Alors il y a deux modalités principales. Parallélisme à mémoire partagée et parallélisme à mémoire distribuée. Donc, parallélisme à mémoire partagée, tous les CPU accèdent à la même mémoire, la même RAM, à travers un bus, un cross-switch, enfin divers dispositifs électroniques. Alors que dans un modèle à mémoire distribuée, chaque mémoire est attachée à un ou plusieurs unités de calcul, mais donc toutes les unités de calcul n'ont pas accès direct à toutes les cases mémoire. Et il y a un réseau qui permet de communiquer, et en particulier de copier des données d'une mémoire vers l'autre. Et alors aujourd'hui, de nombreuses réalisations matérielles combinent les deux modèles. Alors ça va des processeurs multicœurs ou des multiprocesseurs non uniformes, où l'accès à la mémoire est plus ou moins rapide suivant qu'elle est proche du processeur ou pas. Les GPU, donc les coprocesseurs graphiques, ont une hiérarchie mémoire compliquée. Les clusters, donc les grappes de machines, les grilles, les cloud computing, etc. Et alors quelques dates marquantes. Donc le premier ordinateur multiprocesseur symétrique, Burroughs D825, donc c'est vers 1962. Il y avait jusqu'à 4 CPU qui partageaient jusqu'à 16 modules de mémoire. Et en 1965, quand le projet Multics démarre, donc c'est le premier système d'exploitation moderne qui inspirera en particulier Unix, après, dès le début, il est prévu pour traiter des multiprocesseurs. Le calcul à mémoire distribuée arrive un peu plus tard. Par exemple, en 1973, dans le labo Park de Xerox, ils mettent au point la station de travail moderne, l'Alto, et le réseau Ethernet qui permet de connecter toutes ces stations. Et très vite, quelqu'un a l'idée donc de distribuer un gros calcul sur l'ensemble des stations Alto du labo. C'est un rendu d'image à l'aide du réseau Ethernet pour synchroniser les calculs. Alors, les années 90, c'est un peu le triomphe des ordinateurs à mémoire partagée, et y compris de très gros calculs sur l'Internet avec des volontaires comme SETI at Home ou Folding at Home. Et la mémoire partagée fait son retour vers le milieu des années 2000 avec les premiers processeurs donc multicœurs, premiers multiprocesseurs grand public de Intel et de AMD. Et depuis 2012 environ, tous les processeurs pour PC, pour tablette, pour smartphone, et même les processeurs embarqués dans les automobiles, par exemple, sont des processeurs multicœurs. Il est devenu presque impossible d'acheter un processeur avec purement séquentiel. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur le parallélisme à mémoire partagée. Alors, il y a de gros intérêts à ce modèle. Tous les processeurs ont un accès direct à toutes les données. Il n'y a pas besoin de dupliquer les données pour qu'ils soient accessibles de plusieurs processeurs, de plusieurs CPU. Et les processeurs peuvent communiquer entre eux de manière très rapide via des zones de mémoire partagée. Il y en a un qui écrit, l'autre qui lit ce qui vient d'être écrit, et ça communique des grands volumes de données. Mais c'est aussi une source de difficulté. Il y a des risques très élevés d'interférence entre les actions des processeurs. Un autre processeur peut changer la mémoire sur laquelle je suis en train de travailler sous mes pieds sans que j'ai rien à dire. Et en particulier, donc, il y a le problème des courses critiques, une traduction québécoise de race conditions en anglais, les conditions de course. Ça ne veut pas dire grand-chose en anglais non plus. Et donc une course critique, race condition, c'est lorsqu'on a plusieurs accès simultanés à la même case mémoire, dont au moins un des accès est en écriture. Alors simultané, ça peut être l'un est peut-être légèrement après l'autre, le matériel va généralement choisir d'en faire un avant l'autre, mais c'est simultané au sens où le logiciel, lui, ne contrôle pas
qu'est-ce qui va vraiment se passer. Par exemple, donc, si en parallèle vous faites deux écritures simultanées dans la case mémoire L, avec 1 et avec 2, alors on peut espérer que donc, le matériel va choisir de garder 2 ou de garder 1. Peut-être d'autres choses encore vont pouvoir se produire, mais en tout cas, le programme ne sait pas laquelle de toutes ces possibilités va être retenue. L'autre cas de course critique, c'est une écriture et une lecture simultanée. Donc d'un côté, vous écrivez 1 dans la case mémoire L, de l'autre côté, vous lisez la case mémoire L. Et alors on peut s'attendre à ce que donc, ce qui soit lu, ce soit le 1 après l'écriture, soit la valeur qu'il y avait avant l'écriture, mais encore une fois, on ne contrôle pas. Et alors, un exemple un peu plus réaliste, et puis encore un autre après. Donc si on incrémente en parallèle, donc on incrémente une variable partagée x, d'accord. Donc cet incrément x devient x plus 1 et en général pas une opération atomique, c'est compilé en fait en 3 instructions, lecture dans la case mémoire x, incrément dans un registre du processeur et écriture à la case mémoire x. Et encore une fois, on peut avoir différentes exécutions. Alors il y en a une où tout se passe bien, le premier processus, le premier thread, fait sa lecture et son écriture avant l'autre, et donc on finit bien avec x égale 2, on a incrémenté 2 fois. Mais une autre exécution possible, où le deuxième processus lit avant que le premier ait écrit, et donc les deux lisent 0, les deux écrivent 1. A priori, on va terminer avec x égale 1. Bon. Alors, voilà un exemple pas passionnant. Un exemple un petit peu plus réaliste. Vous avez un schéma producteur-consommateur. Donc, vous avez des processus qui produisent des données x, les calculent, et les produisent et les stockent dans un tampon partagé grand T. Donc, c'est un tableau de taille n indexé par la variable i. Et puis, alors, vous pouvez avoir plusieurs producteurs et de l'autre côté, des consommateurs donc, qui vont aller ressortir des données de ce tampon pour les traiter. Et donc, oui, donc voilà le code d'un producteur qui est assez simple. Donc, tant que i est supérieur ou égal à n, le tampon est plein, donc il faut attendre. Et puis, dès que i est plus petit que n, on écrit dans le tampon à la position i et on incrémente i. Bon, tout va bien, n'est-ce pas? En fait, non. Donc, avec deux producteurs en parallèle, on peut avoir cette situation. On commence avec i égale n-1. Donc, le producteur de gauche dit OK, i est plus petit que n. Là, le producteur de droite démarre, dit OK, i est plus petit que n, donc j'écris à la case i et j'incrémente i. Et donc, maintenant, celui de gauche redémarre et va écrire dans la case n. Et donc, un accès hors bord de tableau se produit. Si on entrelace les choses un petit peu différemment, donc ici les deux sont d'accord pour voir que i est strictement plus petit que n, et puis ils écrivent en même temps à la case t crochet de i. Donc il y a une des deux écritures qui gagne et l'autre qui est perdue. Une des données produites, x1, x2 est perdue. Et puis on incrémente cette fois-là en séquence, et donc ça laisse un trou dans le tampon. D'accord, puisqu'on a incrémenté i 2 fois, la case i-1 à la fin n'est pas initialisée. Et si ici on avait une vraie course qui fait que i n'était incrémenté qu'une seule fois, ce serait mieux passé en fait. On n'aurait pas eu de trou dans le tableau, mais on aurait juste perdu quelque chose. Bon, donc voilà le genre de choses qui peut se produire avec des conditions, des courses critiques. Et clairement, on a envie d'éviter ça. On ne peut pas programmer dans des conditions pareilles. Et donc l'idée, c'est de synchroniser, de pouvoir synchroniser l'exécution de deux processus, ou plusieurs. Par exemple, alors il y a plein de dispositifs différents. Le plus répandu, c'est les sections critiques. Donc en Java, c'est noté avec un mot-clé. En C, c'est des fonctions de bibliothèque en fait, qui vous permettent d'acquérir un objet appelé un mutex, mutual exclusion, donc de le verrouiller et le déverrouiller. Mais l'idée derrière tous ces idiomes de programmation, c'est l'exclusion mutuelle. À tout moment au plus, un seul processus peut exécuter la section critique, les trois petits points qui sont là ou là. Et donc, si vous voulez synchroniser votre producteur, d'accord, eh bien, les trois opérations qu'on a vues précédemment, attendre qu'il y ait de la place, écrire et incrémenter le pointeur, doivent être faites dans une section synchronisée. Et du coup, il ne peut pas y avoir de recouvrement des exécutions de deux producteurs, de cette section critique dans deux producteurs. Alors, il y a beaucoup de mécanismes de synchronisation. Pour l'exclusion mutuelle, on a des sémaphores, des verrous, plusieurs lecteurs et un seul écrivain, etc. On peut aussi procéder par vagues de calculs successifs qui ne communiquent pas, avec ensuite des barrières de synchronisation.
On peut faire du passage de messages, on peut utiliser les instructions atomiques des processeurs, donc certaines instructions qui permettent de faire des lectures et des écritures en étant sûr que c'est une section critique. Ça débouche sur des algorithmes dits lock-free, donc sans verrouillage explicite, et qui font toujours du progrès. Bref, il y a beaucoup de manières différentes, de modalités différentes, mais la question que je voudrais aborder aujourd'hui avec vous, c'est quelle logique de programme pour raisonner sur l'interférence entre processus, garantir la bonne synchronisation et en particulier l'absence de course critique. Alors on va commencer par un exemple très simple qui est du parallélisme où on ne partage pas de ressources, donc d'une certaine manière les processus n'essayent pas de communiquer entre eux. Donc ça se modélise très facilement dans notre petit langage PTR de la dernière fois. On peut rajouter une forme de commande qui est C1 parallèle C2. Et l'idée, c'est que C1 et C2 vont être exécutés en parallèle. Et alors la sémantique qu'on donne, pour expliquer ce que ça veut dire, ce en parallèle, c'est une sémantique par entrelacement. Donc entrelacement des réductions de C1 et de C2. Donc on le voit ici sur ces deux règles. Donc si on a C1 parallèle C2 dans un état mémoire H, si C1 peut faire une étape de réduction vers C1', alors ça peut se réduire en C1' vers parallèle C2. Mais si C2 peut faire une étape de réduction vers C2', alors on peut se réduire en C1 parallèle C2'. Donc, et les deux choix sont possibles, donc ce qui fait apparaître du non-déterminisme dans la sémantique. Après, alors il y a deux règles supplémentaires. L'une qui dit quand est-ce qu'on s'arrête, quand les deux processus C1 et C2 sont des expressions pures, A1, A2, il n'y a plus rien à faire. À ce moment-là, on se réduit en la constante 0, par exemple, ou la valeur A1, si vous voulez, mais là, un référé va vous dire que votre calcul de processus n'est pas symétrique, ou toute combinaison de A1 et de A2, c'est pas grave. Et puis, il y a la règle d'erreur, qui est importante, qui est que si C1 peut partir en erreur, ou C2 peut partir en erreur, alors C1 parallèle C2 peut aussi partir en erreur. Donc voilà le genre de sémantique qu'on peut donner à cette construction, et qui est compatible donc avec une exécution aussi en parallèle. Et on peut d'ores et déjà donner une règle de logique de séparation pour cette construction d'exécution parallèle, qui est très jolie, qui consiste essentiellement à dire que voilà, on va exécuter C1 parallèle C2 avec comme précondition P1 conjonction séparante P2. Donc ça veut dire en fait qu'on peut couper l'état mémoire en deux, d'accord, une partie qui satisfait P1 et l'autre partie qui satisfait P2. C1, on va le montrer avec la précondition P1 et la postcondition Q1. Donc l'idée c'est que C1 va s'exécuter dans la partie de mémoire décrite par P1, d'accord, et donc sans toucher à la partie de mémoire décrite par P2. Et de même, C2, l'autre processus, on le vérifie avec comme précondition P2 et comme postcondition Q2. Et donc l'idée, c'est encore une fois qu'il va s'exécuter en modifiant la partie H2 du tas, celle qui correspondait à P2 initialement, sans toucher à la partie H1 du tas, celle qui correspondait à P1 et que C1 est en train d'utiliser. Et à la fin, quand tous les deux auront terminé, on aura Q1 et Q2 qui seront vrais d'état mémoire disjoint, et donc leur conjonction séparante sera vraie aussi. Donc voilà une règle très simple. Alors, donc il y a cette intuition qui est, d'une certaine manière, c'est comme si vous preniez votre ordinateur à mémoire partagée, là, et puis vous coupez la mémoire en deux, d'accord, et maintenant vous avez deux ordinateurs qui calculent chacun dans leur coin, et puis qui mettent en commun leurs résultats à la fin. Une autre intuition, c'est que cette précondition, P1 conjonction séparante P2, va garantir que les commandes C1 et C2 s'exécutent sans interférence, chacun dans son espace mémoire. Et donc une exécution parallèle sans interférence, sémantiquement, c'est la même chose qu'une exécution séquentielle. C1 suivi de C2 ou C2 suivi de C1. Alors bien sûr, ça va plus vite, on espère, mais pour ce qui est de la sémantique, ça devrait être la même chose que C1 suivi de C2 ou C2 suivi de C1. Et on peut tout à fait dériver ce triplet pour C1 suivi de C2. D'accord ? C'est juste de l'encadrement. D'abord, on fait C1 encadré par P2, et puis là, on fait C2 encadré par Q1, la postcondition de C1. Et même chose si vous intervertissez C1 et C2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut quand même vérifier quelques programmes, typiquement des programmes qui font du parallélisme séparé entre sous-tableaux, donc des programmes un peu de type divide and conquer sur des tableaux. Un exemple célèbre, c'est le tree quicksort.
Donc là, c'est cette fonction récursive, quicksort, qui prend un tableau T et qui va le trier entre les indices L et H. Donc le sous-tableau LH de T. Alors si l'intervalle LH est suffisamment petit, on part sur un algorithme classique de tri par insertion, par exemple. Sinon, on fait une partition du tableau, c'est-à-dire qu'on déplace les éléments jusqu'à avoir à gauche de M, enfin, le couper en deux parties, délimitées par M. Les éléments à gauche sont tous plus petits que les éléments à droite. Et du coup, on peut récursivement trier le sous-tableau de gauche et le sous-tableau de droite. Traditionnellement, ça se fait en séquence, mais on peut aussi très bien le faire en parallèle, puisque ici, on va modifier le sous-tableau LM de T, ici le sous-tableau M plus 1 H de T, et ces deux sous-tableaux sont disjoints. Il y a une conjonction séparante entre les deux. Voilà. Donc un exemple typique d'algorithme divide and conquer sur des tableaux. Ça marche aussi pour des arbres, par exemple. Donc là, c'est les arbres binaires. Rappelez-vous le prédicat de représentation qu'on avait vu la semaine dernière. Donc un nœud non vide d'un arbre, c'est représenté par trois cases mémoire, avec un sous-arbre gauche, un pointeur gauche P1, la valeur X, un pointeur droit P2, et conjonction séparante, la représentation du sous-arbre gauche, et conjonction séparante, la représentation du sous-arbre droit. Et donc, comme nos deux sous-arbres gauche et droit sont disjoints, ne partagent aucune cellule mémoire, on peut tout à fait les parcourir et les modifier en parallèle. Donc là, j'ai un code pas très intéressant qui ajoute delta à toutes les valeurs contenues dans tous les nœuds de l'arbre. Et donc, on peut tout à fait faire l'appel récursif à gauche et à droite en parallèle. On pourrait même d'ailleurs le faire en parallèle avec l'affectation dans le nœud courant, puisque tout ça est séparé. Donc voilà. On peut aussi montrer sans trop de difficulté l'absence de course critique pour les programmes de cette forme qui sont prouvables donc en logique de séparation avec cette règle pour le parallèle. Et alors comment est-ce qu'on va raisonner sur les courses critiques ? L'idée, qui je crois est due à Reynolds, c'est de dire qu'une situation de course, une course critique, c'est une erreur dans la sémantique. Et donc dès qu'il pourrait se produire une course critique, dès qu'on est en situation de course, dans une construction parallèle, C1 parallèle C2, on se réduit en erreur. Et c'est quoi donc une situation de course ? C'est si les cases mémoire que C1 peut accéder immédiatement, en se réduisant tout de suite, et les cases mémoire que C2 peut accéder immédiatement, en se réduisant tout de suite, ne sont pas disjointes. Il y a au moins une case commune. Alors c'est quoi les cases accessibles ? Pardon. Pour une lecture, une écriture ou une libération, c'est la case mémoire concernée. Pour un let, c'est ce que la partie gauche du let peut accéder. Pour un parallèle, c'est ce qui peut être accédé soit par l'un, soit par l'autre. Et pour les autres constructions, elles n'accèdent pas immédiatement de mémoire, donc c'est vide. Par exemple, une construction pure ou un if then else n'accède pas la mémoire immédiatement, et donc hack est vide. Et donc là, en fait, on est en train de détecter un peu plus que les courses critiques, parce que même si C1 et C2 lisent la même case mémoire, d'accord, il n'y a aucune écriture, on considère ça comme une erreur, et on l'exclut. Enfin, et on veut l'exclure, on va l'exclure. Et alors, comment est-ce qu'on montre que la règle de logique de séparation exclut donc toute course critique ? Eh bien, c'est un petit raisonnement sur les cases mémoire accédées et les domaines d'état. Donc, si C dans H ne se réduit pas en erreur, on peut montrer sans grande peine que les cases mémoire accédées sont forcément dans le domaine de l'espace mémoire H. Et donc, si on est en situation de parallélisme séparé, donc on a deux tasses H1, H2 d'intersection vide, et C1 qui ne fait pas d'erreur dans H1, C2 qui ne fait pas d'erreur dans H2, alors les cases mémoire accessibles par C1 et par C2 sont des cases mémoire qui sont à la fois dans le domaine de H1 et dans le domaine de H2, et donc il n'y en a pas. Et donc, on n'a pas de course critique immédiatement, et le résultat de correction sémantique de la logique, qu'on va montrer à la fin du cours, va formaliser cette analyse et montrer que donc, si votre commande C est prouvable avec cette règle pour le parallélisme, elle s'exécute sans course critique. Voilà. Mais maintenant, il est temps de passer au vrai parallélisme à mémoire partagée, celui où on peut communiquer entre les processus et
partager de manière contrôlée des ressources entre processus. Et donc, comment raisonner? Quelle logique de programme pour ce type de programme a été assez longtemps un problème ouvert. Il y a eu des premiers résultats dans les années vers 1976, les travaux de Vicky et Grise, mais donc une extension de la logique de Horn, mais qui était extrêmement difficile d'emploi. Et donc les choses se débloquent au début des années 2000, justement suite à l'invention de la logique de séparation séquentielle, celle dont on a parlé la semaine dernière, et en particulier donc, le papier fondateur de O'Hearn, Reynolds et Young en 2001. Et donc O'Hearn réfléchit déjà à comment donc faire de la logique de séparation pour du parallélisme à mémoire partagée. Et alors, c'est des notes qui circulent en privé, mais qui n'ont jamais été publiées, en particulier parce qu'il, lui et Reynolds identifient des problèmes techniques. Donc, Reynolds, dans son article de 2002, qui donne son nom à la logique de séparation, donne la règle de séparation pour le parallélisme, celle qu'on a étudiée, et mentionne les travaux en cours de O'Hearn pour aller plus loin. Et puis finalement, avec l'aide de Stephen Brooks, qui est un spécialiste de théorie des processus communicants et qui arrive à faire une démonstration de correction sémantique pour la logique de O'Hearn. Donc finalement, les problèmes techniques sont résolus et dans le même congrès, Concur 2004, O'Hearn présente sa logique, donc les idées clés de la logique de séparation concurrente et un certain nombre d'exemples tout à fait pertinents de vérification, et Brooks donc donne une sémantique et une preuve de correction pour cette logique. Alors, avant de montrer à quoi ressemble la logique, il faut parler un petit peu de ressources. Donc, c'est quoi les ressources partagées dont on parle? Donc, dans le modèle de O'Hearn et dans le modèle qu'on va utiliser aujourd'hui, une ressource, ça se compose d'une ou plusieurs cases mémoire. Ça peut être des variables globales, ça peut être des objets alloués dynamiquement, comme des cellules de liste. Et puis, il y a un dispositif d'exclusion mutuelle, un verrou par exemple, qui va protéger les accès à toutes ces cases mémoire. Alors, dans le langage Java, c'est particulièrement facile à écrire parce que tous les objets, toutes les instances d'une classe contiennent en fait un verrou, donc peuvent faire office de ressources, et les champs de l'objet, c'est ce qui est protégé. Conventionnellement, c'est ce qui est protégé par le verrou associé à l'objet. Donc ici, on a un compteur partagé, donc juste un champ qui est un entier, qui représente la valeur courante du compteur. Ici, on a quelque chose d'un peu plus subtil, c'est une liste doublement chaînée qui est partagée. Donc la ressource, c'est ces deux variables, qui sont des pointeurs vers la première et la dernière cellule de la liste doublement chaînée. Et après, il y a les cellules de la liste doublement chaînée, chacune comprenant donc une donnée et un pointeur vers la cellule précédente et la cellule suivante. Et c'est en fait l'ensemble de donc ces deux variables plus toutes des listes celles concernées qui constituent la ressource. Et là arrive l'idée géniale de O'Hearn, qui est qu'une ressource partagée peut être décrite par une formule, une assertion de la logique de séparation. L'empreinte mémoire de cette formule va définir l'ensemble des cases mémoire qui appartiennent à la ressource. Et l'assertion va aussi spécifier la structure de ces cases, par exemple, elle forme une liste doublement chaînée, et tous les autres invariants pertinents sur la structure. Alors, un exemple, notre compteur partagé, on peut dire que P est un compteur partagé si, à l'adresse P, on a une valeur n, j'aurais dû mettre un il existe n, là je suis désolé, il y a une valeur n, et n est positive. On va dire qu'on ne veut pas de compteur négatif. Bon. Autre exemple, une liste doublement chaînée, PQ. Donc l'assertion, c'est que P, à l'adresse P, il y a un certain X qui est un pointeur, à l'adresse Q, il y a un certain Y qui est un pointeur, et entre X et Y, il y a une liste doublement chaînée bien formée, donc ça c'est le prédicat de représentation des listes doublement chaînées, vous le trouverez dans les transparents de la semaine dernière, pour un certain W, donc une certaine liste W. Donc on ne sait pas ce que contient cette liste, mais on sait qu'il y a une liste bien formée.
Et maintenant, donc toujours dans le modèle de O'Hearn, l'accès à une ressource partagée se fait uniquement dans une section critique. Et donc ça, il le note with R do C. Donc C, c'est une commande qui représente la section critique, et R, c'est un identifiant, R comme ressource, qui en fait représente le verrou, disons. Donc with R do C, c'est prendre le verrou, faire C, rendre le verrou. Et donc C va s'exécuter en exclusion mutuelle avec les autres processus. Et du coup, donc si RI de R, c'est l'assertion, l'invariant de ressource associé à la ressource R, pendant que C s'exécute, elle peut utiliser RI de R. D'accord ? Donc la ressource RI de R est ajoutée à la précondition P par une conjonction séparante, ce qui veut dire que C peut accéder aux cases mémoire décrites par l'invariant RI, et travailler dessus et les modifier. La seule condition, c'est que quand C termine, il doit rétablir l'invariant RI de R associé à la ressource R. Et du coup, la section critique peut se terminer avec Q comme post-condition. Et pourquoi est-ce qu'il doit rétablir l'invariant ? Car dès que le processus courant sort de la section critique, un autre processus peut rentrer dans la section critique. D'accord ? Et l'autre processus, il s'attend à ce que l'invariant RI soit vrai. Donc il faut l'avoir rétabli. Donc voilà, donc on est prié de laisser les lieux dans l'état où on les a trouvés et de rétablir l'invariant de ressources. Alors, ce qui n'empêche pas de faire des modifications sur la valeur partagée, sur la ressource partagée. Alors oui, juste une parenthèse. En fait, l'article original de O'Hearn considère un modèle un peu plus riche, qui sont les sections critiques conditionnelles, with R, when B do C, où B est une expression booléenne, a priori sur des variables partagées. Et donc, l'idée, c'est qu'on rentre dans la section critique seulement quand la condition est vraie, ce qui peut éviter des attentes actives ou des choses comme ça. Bon. Et du coup, la vraie règle, telle qu'elle est dans le papier fondateur de O'Hearn, rajoute l'hypothèse que B est vrai en précondition pour la section critique C. Bon. Mais c'est vraiment un détail. Voyons plutôt des exemples. Donc ici, on va voir comment est-ce qu'on peut décrémenter un compteur partagé. Alors rappelez-vous, l'invariant de notre compteur, cette fois-là j'ai mis le il existe, c'est qu'à l'adresse P, il y a un entier n qui est supérieur ou égal à 0. Et donc, notre section critique acquiert... on rentre en section critique en prenant le verrou associé, on lit la valeur n de P et on la décrémente seulement si elle est strictement positive, parce qu'on est gentil, on respecte l'invariant. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la vérification ? Au début, on n'a rien, il n'y a pas la précondition est vide. On rentre en section critique, donc on acquiert l'invariant. Il existe un n tel que n est à l'adresse P et n est positif. On lit à l'adresse P, donc on apprend en fait que celui-là existe n, c'est le n qui est ici. Et là, alors j'ai pas mis les deux cas, mais donc dans le cas n, on va écrire n-1. Alors on apprend que n est strictement positif et on écrit n-1 à l'adresse P, et sinon on fait rien. Donc à l'adresse P, on a n et n est toujours positif. Et donc dans les deux cas, il existe un n', tel que à l'adresse P, il y a n' et n' est positif. On a bien rétabli l'invariant de ressource, on peut sortir de la section critique. D'accord ? Donc on a modifié notre compteur, mais on a respecté le contrat. Un exemple un petit peu plus compliqué, donc l'insertion dans une liste partagée. Alors là, j'ai mis une liste simplement chaînée parce que c'est déjà bien assez compliqué. Donc l'invariant de ressources pour une liste partagée, c'est que donc à l'adresse P, il y a un pointeur Q qui peut être nul et qui est la tête d'une certaine liste d'informés W, liste mathématique W. Et donc là, dans notre section critique, on va faire un cons en tête, on va concer x en tête de notre liste, et puis stocker ça dans la liste partagée. Et donc ici, il y a les principales étapes de la vérification. Même chose, on rentre en section critique, donc on acquiert l'invariant, on fait un get sur P, donc on précise le il existe de l'invariant. On fait notre cons, donc on obtient une nouvelle adresse A où il y a la valeur x, et puis A plus 1, il y a la valeur q, et puis on a toujours notre liste W en position q. Donc là, on écrit P dans A, donc au lieu que P pointe vers Q, maintenant P contient A, pardon. Et puis ici, on voit qu'on a une liste
qui contient X et le W qui est ici, d'accord, puisque à A on a X, à plus 1 on a Q, et à Q on a une certaine liste W. Et donc on a qu'à l'adresse P, il y a un certain A qui contient une certaine liste X.W. Donc on a rétabli l'invariant, et on peut sortir de la section critique. Voilà. Alors maintenant, on va formaliser tout ça dans notre petit langage PTR. Et en fait, on va faire une formalisation un peu plus simple. Donc au lieu de partir bille en tête avec des sections critiques ou des sections critiques conditionnelles, comme dans l'article de O'Hearn, on va partir de quelque chose de beaucoup plus simple qui sont les sections atomiques. Et j'emprunte cette idée à un excellent article de Victor Vassiliadis dont on va parler plusieurs fois pendant ce cours. Donc l'idée, c'est d'ajouter aux commandes donc, l'exécution parallèle et une forme atomique de C qui exécute la commande C en une étape insécable. Alors c'est encore plus fort qu'une section critique, parce que pendant l'exécution de atomique de C, d'abord aucun autre atomique de C ne peut se réduire, mais même aucun autre calcul ne peut se réduire. D'accord ? Tous les autres processus sont bloqués et ne font pas une seule étape de réduction. Alors on peut se dire, bon, est-ce que c'est vraiment pertinent en pratique ? Alors oui, il y a deux cas où c'est pertinent en pratique. Le premier, c'est que vous avez un vieux processeur monocœur et vous faites du temps partagé dessus. Donc ça veut dire que en fait, le processeur exécute un seul processus et puis au bout d'un moment, il y a une interruption d'horloge, une préemption, qui fait qu'il va mettre le processus à l'arrêt et puis redémarrer un autre processus, et puis faire un peu avancer l'autre processus, et puis après se faire préempter, et ainsi de suite. Et donc la construction atomique, c'est en fait désactiver la préemption pendant l'exécution de C. Du coup, on est sûr qu'on va aller jusqu'au bout et qu'aucun autre processus n'avance. Et l'autre pertinence pratique, qui est encore plus importante aujourd'hui, c'est que ça modélise les instructions atomiques du microprocesseur. Donc nos processeurs d'aujourd'hui, dans les jeux d'instructions, x86, ARM 64 bits, etc., il y a des instructions dites atomiques qui peuvent faire des lectures et modifications de la mémoire en une seule étape. Le hardware garantit qu'il n'y aura pas de modification de la case mémoire entre la lecture et l'écriture, par exemple. Bon. Et alors, par exemple, il y a beaucoup d'instructions d'échange atomique, donc swap ou exchange, suivant les processeurs. Donc, et on va pouvoir modéliser ça de la manière suivante. Donc faire un swap échanger à l'adresse P avec la nouvelle valeur N. Donc c'est atomiquement lire à l'adresse P, écrire à l'adresse P la valeur N et renvoyer la valeur précédente X. D'accord ? Donc on a bien mis N comme nouvelle valeur et récupéré l'ancienne valeur. Alors il y a des cas particuliers qui sont très utilisés, le test and set, donc, qui revient en fait à écrire 1 et à consulter l'ancienne valeur, et le read and clear, donc lecture et effacement, qui consiste à écrire 0, mais en ayant lu l'ancienne valeur. Bon. Après, on peut aller un petit peu plus loin, il y a des instructions x86 par exemple pour faire des additions atomiques. Donc c'est ce qui s'appelle fetch and add dans la littérature, et ça consiste à lire la valeur à l'adresse P, ajouter une certaine quantité de D, écrire à l'adresse P et renvoyer la valeur avant l'addition, typiquement. Et enfin, la dernière, qui est extrêmement utilisée dans les algorithmes de type lock-free, justement, sans verrouillage explicite de section critique, c'est la comparaison et l'échange, donc le compare and swap, CAS, où là, c'est comme un échange, sauf qu'on donne la valeur x attendue, x comme expected. Et donc l'effet, c'est en une seule étape atomique, donc de lire le contenu de P. S'il est égal à la valeur attendue x, alors écrire n, la nouvelle valeur dans P, et renvoyer 1 pour dire succès. Et sinon, ne rien écrire, renvoyer 0 pour dire échec. Ça veut dire en fait que quelqu'un d'autre a fait une modif pendant que nous, on travaillait, et donc il faut sans doute qu'on refasse une partie de notre calcul. Donc voilà. Et donc toutes ces constructions se modélisent très élégamment, si je peux le dire, dans notre langage PTR, juste comme atomique, avec une petite commande qui décrit les séquences de lecture, d'écriture et de test qu'on fait. Alors, quelle sémantique opérationnelle ?
eh bien, c'est exactement l'intuition que donc la commande C, l'exécution complète de la commande C, ça va être une étape d'exécution vu des autres processus. Et donc ça nous donne ces deux règles-là. Atomique de C dans H se réduit en l'expression pure, la valeur A dans H'. Si C dans H se réduit en 0, une ou plusieurs étapes en A dans H'. Et de même, atomique de C dans H se réduit en une seule étape en une erreur si l'exécution de C dans H produit une erreur en 0, une ou plusieurs étapes. D'accord ? Et donc, sémantiquement, si vous avez atomique de C1 parallèle atomique de C2, c'est exactement comme C1 suivi de C2 ou C2 suivi de C1. Il ne peut pas y avoir d'entrelacement entre les étapes de calcul de C1 et les étapes de calcul de C2. D'accord, cette règle l'interdit. Alors là, il y a les deux cas, le cas où C termine normalement, le cas où C termine en erreur. Il y a un troisième cas un peu ennuyeux, c'est que si C diverge, donc à l'intérieur de votre section atomique, vous faites une boucle infinie. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. Bon, ça veut dire que sémantiquement, atomique de C dans H est bloqué. Et alors, si vous êtes en temps partagé sur un monoprocesseur, ça veut dire simplement que aucun autre processus ne va pouvoir faire de progrès. D'accord ? Votre monoprocesseur est occupé dans votre boucle infinie et ne sera jamais préempté. Et ça ne correspond bien sûr à aucune instruction atomique d'un processeur. Toutes les instructions atomiques, c'est des séquences C qui ne contiennent pas de boucles, qui sont même toutes petites, d'accord, et dont la terminaison est évidente. Bon, avec ou sans erreur, mais on termine. Bien, donc voilà la sémantique opérationnelle pour les sections atomiques. Et maintenant, on va donner une logique de programme pour raisonner là-dessus. Alors, ça va être un triplet de OR, mais avec une quatrième composante. Donc, comme d'habitude, on a une précondition P, une postcondition Q et une commande C. Et P et Q décrivent la mémoire qui est propre à la commande C. Et en plus, on a une assertion J qui est un invariant sur la mémoire partagée. Donc la mémoire partagée, c'est celle qui est accessible uniquement dans les sections atomiques. C'est la ressource partagée, il n'y en a qu'une dans ce calcul simplifié. Et donc on la représente par son invariant et on rajoute cet invariant comme paramètre à nos triplets. Et donc quelles sont les règles pour la section atomique ? Donc ça, c'est la règle principale, l'exécution d'une section atomique. Et c'est une simplification de la règle de O'Hearn pour les sections critiques. Donc, atomique de C s'exécute avec précondition P, postcondition Q. Si C s'exécute avec comme précondition P étoile J, donc C peut accéder à l'état mémoire partagé, donc il gagne l'invariant J comme précondition. En revanche, il doit le rétablir à la fin, donc il doit établir la postcondition Q et l'invariant J. Du coup, il n'y a plus de mémoire partagée, enfin, la mémoire a été privatisée dans C, donc on met empty comme description de la mémoire partagée. Bon. Et ça veut dire en particulier qu'il n'y a aucun avantage à emboîter des constructions atomiques. Voilà, donc atomique de C, c'est comme C qui gagne et met l'invariant de la mémoire partagée et doit le rétablir à la fin. Alors après, il nous faut quelques autres règles pour bien raisonner. Il y a une règle de partage. Quand on a construit une ressource J', comment est-ce qu'on la donne, comment est-ce qu'on la met dans la mémoire partagée. Donc ici, le J', il est dans la précondition de C, qui est P étoile J', donc il fait partie de la mémoire qui est propre à C. Et donc C, moralement, choisit de la donner, de la transférer dans la mémoire partagée. Donc notre invariant de mémoire partagée, ça devient J étoile J'. Du coup, notre précondition, c'est P. Maintenant, C s'exécute, finit avec Q, et peut récupérer cette partie de mémoire partagée et la reprivatiser, la reprendre pour lui dans sa postcondition. Et puis, il y a une règle d'encadrement sur l'invariant qui fait qu'on peut oublier temporairement une partie de la mémoire partagée. Si votre mémoire partagée, c'est J et J', vous pouvez focaliser le raisonnement avec juste J. Et ignorer qu'il y a une partie de mémoire partagée en plus qui satisfait J'. Donc ça, c'est les trois règles essentielles. Et alors, après, on a les règles pour les structures de contrôle, qui sont exactement les règles usuelles avec des J en plus. D'accord ? Donc expression pure, let, conditionnel et parallélisme.
la règle du parallèle, qui est la même que celle qu'on a vue au début du cours. On a des règles pour les accès à mémoire, qui sont aussi les règles usuelles, allocation, lecture, écriture et libération. Encore une fois, la mémoire partagée décrite par J n'intervient pas. Et puis, il y a des règles structurelles, où là, il y a un petit piège, donc soyez attentifs. Donc, il y a la règle d'encadrement, qui est comme d'habitude. On peut encadrer le raisonnement PCQ par P étoile R, C, Q étoile R. Il y a la règle de conséquence, qui nous dit qu'on peut renforcer la précondition P' en P, affaiblir la postcondition Q' en Q. Et puis, alors il y a ces deux règles qui sont héritées de la logique de Hoare, la disjonction et la conjonction. Donc quand vous avez deux triplets pour la même commande C, PCQ, P', CQ', traditionnellement, vous pouvez former un triplet avec P ou P' et Q ou Q', et puis un triplet avec P et P' et Q et Q'. Oups, pardon. Sauf que en fait, sans cette hypothèse technique supplémentaire, cette règle de conjonction est fausse. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles la publication de la logique de séparation concurrente des idées de O'Hearn a été un peu retardée. Donc c'est Reynolds qui, voyant les notes de O'Hearn, trouve un contre-exemple, trouve une situation où la règle de conjonction n'est pas vraie. Alors le contre-exemple de Reynolds, il utilise une assertion de ressources qui est un peu bizarre, qui est J égale true. True, c'est l'assertion lambda h.vrai, qui est vraie de tous les états mémoire. Alors c'est une assertion qui ne décrit vraiment pas les choses, et c'est d'ailleurs une très mauvaise idée de l'utiliser, mais bon. Donc prenons ça comme invariant sur la ressource, sur la mémoire partagée. Et puis on prend une autre assertion, one, qui est que l'adresse mémoire 1 est valide. Et donc one étoile true implique true. True, vous pouvez former une conjonction séparante de true avec n'importe quelle autre assertion, et puis ça va impliquer true, puisque true est toujours vrai. Et du coup, ça nous donne deux triplets possibles pour la commande triviale 0, avec précondition one étoile true. Dans un cas, on absorbe le one dans le true, et puis on rajoute emp, l'état mémoire vide, et dans l'autre cas, on laisse la précondition inchangée. Donc là, on a one étoile true comme postcondition ici, et emp étoile true comme postcondition ici. Maintenant, on fait atomique de la commande triviale, atomique de 0. Donc rappelez-vous, atomique, on prend l'invariant de ressource J, true, et il faut le rétablir. Et c'est ce que font nos deux triplets. Donc atomique de 0, il peut être vérifié avec précondition 1, postcondition empty, ou précondition 1, postcondition 1. Et si la règle de conjonction était vraie pour notre choix de J, on pourrait conclure ce triplet. Précondition 1 et 1, qui a priori peut être vrai, et postcondition emp et 1, qui est toujours fausse. Donc c'est un triplet qui est sémantiquement pas vrai. Et en fait, alors oui, donc voilà. Et comment réparer la situation? C'est de s'intéresser, de se restreindre aux invariants de ressources qui sont des assertions dites précises. Alors c'est quoi une assertion précise? C'est une assertion qui n'est pas comme true tout à l'heure. C'est une assertion qui définit de manière unique son empreinte mémoire. Ça c'est l'intuition. Et la définition formelle, c'est que si vous avez un tas H donné, il y a plusieurs manières de le découper en H1 union disjointe H2, et il n'y a qu'une manière où H1 satisfait P. Donc le sous-tas de H qui satisfait P est déterminé de manière unique. Si vous avez deux décompositions de H, H1 union disjointe H2, H égale aussi H1' union disjointe H2', si P est vrai de H1 et P est vrai de H1', alors en fait H1 égale H1', et donc les deux décompositions, il n'y en avait qu'une. Bon. Alors, ça a l'air super technique. On peut donner quelques intuitions avec des exemples. Donc par exemple, l'assertion le tas est vide est précise, parce qu'elle définit exactement la forme du tas, qu'il faut qu'il soit vide. En revanche, l'assertion true est complètement imprécise, puisqu'elle est vraie de tous les tas, quelle que soit leur empreinte mémoire. L'assertion l'adresse L est valide est précise.
En revanche, l'assertion « il existe une adresse L qui est valide » dans mon état mémoire, elle n'est pas précise du tout. Parce que si j'ai plusieurs adresses valides dans mon état mémoire, on voit que je peux matcher, je peux faire correspondre cette assertion à plusieurs sous-tas différents. De même, L contient, à l'adresse L, il y a la valeur V, c'est précis. En revanche, alors, il existe une valeur V à l'adresse L, c'est précis, mais il existe une adresse L qui contient V, c'est imprécis, parce que je peux avoir plusieurs cases mémoire dans mon état mémoire qui contiennent la valeur V. Alors, un peu plus intéressant, il existe V tel qu'à l'adresse L, j'ai V et conjonction séparante R de V, où R lui-même est une assertion précise, ça c'est précis. Et un exemple, c'est à l'adresse L, il y a un pointeur vers une liste bien formée. Et en fait, si la liste est bien formée, il n'y a qu'une manière de la matcher dans l'état mémoire, en suivant les pointeurs et en arrivant jusqu'à nul. Donc tout ça est précis. Alors bien sûr, la conjonction séparante de deux assertions précises est précise. La conjonction séparante avec une assertion imprécise est imprécise. P étoile trou, par exemple. Il y a plusieurs manières de matcher ça dans un état mémoire donné. En général, les disjonctions sont imprécises. Par exemple, soit mon état mémoire est vide, soit il contient une adresse L valide. On ne sait pas lequel est lequel. En revanche, cette forme de disjonction qui est un if then else est précise. Si B, alors P, sinon Q. À condition que P et Q soient précis, bien sûr. Bon, voilà, donc j'espère que ça vous donne un peu une intuition, et dans les faits, tous les invariants de ressources intéressants sont précis. Le seul problème, c'est qu'il fallait s'en rendre compte et mettre ça dans la logique. Et en fait, O'Hearn et compagnie ont un peu surréagi en disant que tous les invariants de ressources doivent toujours être précis. Et on s'est rendu compte après en fait, que c'est uniquement la règle de conjonction qui a besoin de cette propriété. Donc si vous n'utilisez pas la règle de conjonction, vous pouvez quand même avoir des invariants de ressources imprécis, et tout se passe très bien. Bien. Et alors maintenant, on va voir comment, donc avec nos sections atomiques, ou nos instructions atomiques de processeurs, on peut construire des vrais dispositifs de synchronisation, essentiellement les sémaphores binaires, et comment on va s'en servir pour faire des vraies sections critiques, des schémas producteurs-consommateurs, etc. Donc là, on est en train de construire à partir d'une construction atomique très simple et d'implémenter par-dessus ce qui nous intéresse, des structures de synchronisation qui nous intéressent, et on va pouvoir déduire des règles de logique de séparation pour les vérifier. Alors, les sémaphores binaires, donc c'est quoi? Ça a été introduit par Dijkstra comme un peu un mécanisme de synchronisation de base. Alors, un sémaphore binaire, c'est une case mémoire P qui contient 0 ou 1. 0 signifie non disponible et 1 signifie disponible. Excusez-moi. Et donc, il y a deux opérations principales sur les sémaphores, traditionnellement appelées P et V, comme dans l'article d'origine de Dijkstra. Alors P et V, c'est des initiales de mots en néerlandais, que je ne connais pas par cœur, mais l'intuition de P, c'est prendre, et l'intuition de V, c'est relâcher, ou vendre, certains disent en français aussi. Donc relâcher un sémaphore, c'est le marquer comme disponible, et donc c'est atomiquement écrire la valeur 1 dans le sémaphore. Et prendre, c'est attendre qu'il soit disponible et le mettre à 0, le mettre non disponible. Et donc P, c'est une attente active, en fait. Donc atomiquement, on échange, on écrit 0, et on lit ce qu'il y avait dans le sémaphore et on écrit 0. Donc ça, c'est un échange atomique, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si l'ancienne valeur, c'était 1, alors on a gagné. On avait 1 et on a mis 0, donc on termine. Sinon, on recommence. On refait une tentative. Donc c'est une attente active, donc P de SEM peut ne pas terminer, si personne ne fait V, si personne ne relâche jamais le sémaphore, mais en revanche, la boucle elle est en dehors de la section atomique, n'est-ce pas? Donc c'est pas comme si on risquait d'avoir une section atomique qui ne termine pas. C'est une boucle possiblement infinie qui fait des sections atomiques très courtes. Alors, quelle règle pour les sémaphores binaires?
eh bien, donc, comme précédemment, on va associer des ressources au sémaphore, les décrire par une assertion RI, qu'on suppose précise. Et du coup, l'invariant sur l'état partagé, alors en supposant qu'on ait un seul sémaphore, J de SEM et de RI, donc il existe N, tel qu'à la case mémoire partagée SEM, il y a les valeurs N, et ou bien N vaut 0, ou bien N vaut 1, et on a RI. C'est-à-dire que si le sémaphore est occupé, alors les ressources RI sont dans la mémoire partagée. D'accord ? Et si le sémaphore est non occupé, alors on ne sait pas. Enfin, a priori, elles ne sont pas là. Et avec ça, on peut dériver ces triplets pour V et pour P, qui sont très jolis. Donc pour P de SEM, donc sans précondition, quand P termine, vous avez acquis RI. Vous avez donc récupéré la ressource depuis la mémoire partagée, et maintenant elle est à vous. Symétriquement, si vous avez la ressource à vous, et que vous libérez le sémaphore, alors elle est placée en mémoire partagée, et vous l'avez perdue. Elle n'est plus à vous. Et alors du coup, ça permet des schémas de synchronisation tout à fait intéressants. Donc ici, notre sémaphore... Voilà, notre sémaphore, il partage une variable x, et x qui contient un nombre entier n, et qui doit toujours être premier. Voilà, donc l'invariant de ressource, c'est ça. Dans la variable partagée x, il y a un nombre premier. Donc je démarre le programme avec donc la case mémoire sémaphore initialisée à 0 et la case mémoire x qui est valide. Et là, je vais partager ça en trois parties. D'abord, sémaphore contient 0, ça va devenir l'invariant de ressource, RI, que je vais placer dans l'invariant de mémoire partagée. Donc je vais le perdre. D'accord ? Parce que si SEM contient 0, il n'y a pas besoin de donner le RI, d'accord ? C'est juste SEM contient 0. Donc, si SEM contient 0, il existe N tel que... voilà. Et donc, j'ai l'invariant de ressource que je place dans la mémoire partagée. Donc, je le perds. Ensuite, X est valide, je le donne au processus de gauche, dans cette composition parallèle. Et le processus de droite, il démarre sans rien dans la mémoire. Le processus de gauche, il affecte une valeur dans x, qui est 53, et il se trouve que si vous avez x qui contient 53, alors ça implique l'invariant de ressource. Vous avez un nombre premier dans x. Et du coup, vous pouvez faire signaler le sémaphore avec l'opération V. Vous perdez RI, mais à ce moment-là, l'autre, va pouvoir prendre le sémaphore, et donc le P de SEM va retourner avec RI. Donc maintenant, c'est le processus de droite qui a acquis l'invariant de ressource, et notamment le droit de lire et d'écrire dans X. Donc il va lire dans X, il va obtenir un nombre n, qui, par invariant de ressource, est de premier, et donc va l'imprimer. Donc on est sûr que ce qu'on imprime, c'est un nombre premier, alors qu'on était parti avec une valeur quelconque dans X. Et donc le P et le V, ici, le sémaphore, il a deux rôles. D'abord, il évite la course critique entre cette écriture et cette lecture. Forcément, le P ne peut pas retourner avant qu'il y ait eu un V, donc on n'a pas de course critique. Et deuxièmement, elle transfère la permission d'accéder à X, qui initialement était donnée au processus de gauche, et qui finit par arriver dans le processus de droite. Voilà. Donc il se passe quelque chose de compliqué et de très utile ici. Oui. Ah oui, pardon. Ça c'est une variante où maintenant, dans la variable partagée x, il y a un pointeur vers une case mémoire valide. Donc, ça, et donc on fait la même chose, sauf que ici, le processus de gauche, qui est un peu le producteur, il va allouer une case mémoire, et puis la mettre dans X et signaler le sémaphore. Du coup, le processus de droite va prendre le sémaphore, va récupérer l'adresse P, et va pouvoir s'en servir, et en particulier la libérer. D'accord ? Et donc là, on a vraiment un transfert de ressources, une case mémoire qui a été allouée à gauche et qui est désallouée à droite, de manière tout à fait sûre. D'accord ? Il n'y a pas moyen
de désallouer quelque chose qu'on n'a pas ou qui a déjà été désalloué, ou etc. Alors, donc je vous ai donné les règles pour P et pour V. Maintenant, on va voir rapidement comment on peut les dériver. Donc ça, c'est l'invariant sur l'état partagé, associé donc à un sémaphore SEM et à son invariant de ressources RI. Et en fait, donc, si on regarde le code de swap, quand on fait un échange atomique de 0 dans SEM, on voit que, sans hypothèse, on a comme post-condition une valeur n qui, essentiellement, vous donne ceci. C'est-à-dire, si n, soit n vaut 0, et vous avez acquis aucune autre ressource, soit n vaut 1, et vous avez acquis RI, l'invariant de ressources associé au sémaphore. Et comme P de SEM itère swap de SEM0 jusqu'à ce que le résultat soit 1, on est forcément dans le deuxième cas, et donc on a RI. C'est tout. En fait, la règle pour V est plus délicate. Donc, ce qu'il faut montrer, rappelez-vous, c'est juste écrire de manière atomique 1 dans la case mémoire SEM. Et donc, ça, c'est le triplet pour l'écriture atomique. Il faut montrer que si on a RI et l'invariant de ressources, J SEM RI, alors, après l'écriture, le sémaphore contient 1 et on a RI. Puisqu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on a l'invariant de ressources, dans le cas n égale 1. Et donc, on aura pu montrer ceci. Donc, atomiquement, on passe de RI à EMP. La difficulté technique, c'est qu'on ne connaît pas l'état du sémaphore. Au moment où on ne sait pas s'il est vide ou occupé, au moment où on fait une opération V. Alors, s'il est vide, tout se passe bien, puisque l'invariant initial, l'invariant de ressources, nous dit simplement que SEM contient 0. Et donc de RI et SEM contient 0, en écrivant 1 dans SEM, on obtient bien SEM contient 1 et RI. En revanche, s'il était déjà occupé, il contenait déjà RI. L'invariant de ressources RI était déjà satisfait. Et là, on a donc comme précondition RI et RI. Et il faut conclure RI comme post-condition. Donc il nous faut une implication RI et RI implique, et conjonction séparante RI implique RI. Et ça, c'est bizarre. Mais en fait, c'est vrai si RI est précise. Alors, c'est quoi l'intuition ? Alors, soit RI, c'est une formule pure, d'accord, une assertion pure, donc qui décrit un tas vide, et du coup, cette conjonction séparante, c'est juste une conjonction usuelle, et effectivement, P et P impliquent P. Bon. Maintenant, si RI a une empreinte mémoire non vide, et elle est déterminée de manière unique, puisque RI est précise, RI étoile RI, c'est toujours faux. D'accord ? Ça voudrait dire que vous avez deux sous-tas qui sont disjoints, alors qu'en fait, ils sont égaux et non vides. Donc voilà, deux sous-tas ne peuvent pas être à la fois disjoints, égaux et non vides. D'accord ? Il y a un problème. Et donc, ça veut dire que tout simplement, cette hypothèse est fausse. RI étoile RI, c'est faux, et faux implique RI. Ex falso quod libet, comme nous aimons dire au Collège de France. Et donc, en fait, si RI est précise et non triviale, ça veut dire que ce deuxième cas n'arrive jamais. Et donc, forcément, si vous avez réussi à établir RI dans un processus local, ça veut dire que le sémaphore était vide. RI ne pouvait pas être aussi en mémoire partagée, donc le sémaphore était vide. Voilà, donc c'est un raisonnement extrêmement indirect, d'accord ? On n'essaye absolument pas, par exemple, de garder une variable fantôme qui dit dans quel état se trouve le sémaphore. Ça ne marche pas très bien. Mais le raisonnement complètement indirect nous donne en fait les mêmes garanties, que le sémaphore protège bien la ressource, et ne la duplique pas, et ne la perd pas. Voilà. Alors, maintenant qu'on a nos sémaphores, on peut coder plein d'autres choses. On peut coder les sections critiques, parce qu'on peut utiliser un sémaphore comme un verrou. P, c'est prendre le verrou, c'est initialisé à 1 initialement. P, c'est prendre le verrou, et V, c'est le rendre. Et donc, le codage très simple des sections critiques, with R do C, c'est juste prendre le verrou R, donc, ou le sémaphore R, exécuter C, et rendre le sémaphore R. Donc, chaque section critique est identifiée par l'adresse mémoire d'un sémaphore, qui est initialisé à 1 au début du programme. Et du coup, on peut tout à fait déduire la règle pour les sections critiques. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre comme invariant pour la mémoire partagée
la conjonction séparante de tous les invariants pour tous les sémaphores de toutes les ressources partagées. Donc un ensemble grand R de ressources partagées, qui est aussi un ensemble de sémaphores. Et donc c'est ça notre invariant de mémoire partagée, et il valide essentiellement la règle pour les sections critiques. Donc si vous faites with R do C, précondition P, postcondition Q, il faut montrer que la ressource est dans l'ensemble grand R, et il faut montrer donc que C, il faut montrer ce triplet pour C. En partant de RI et P, vous arrivez sur RI et Q. Et on peut aussi même enlever la ressource de l'invariant global. Et ça, c'est un moyen pour vous empêcher d'emboîter les constructions with, ce qui ne présente aucun intérêt parce que le with interne va bloquer en attente du with externe. Voilà, donc les sections critiques se codent joliment. Et on peut même coder les sections critiques conditionnelles, mais ce n'est pas joli, parce que dans notre langage PTR, la condition d'une section conditionnelle critique, c'est forcément une commande. Ça ne peut pas être une expression booléenne, parce qu'on n'a pas de variables partagées, on n'a que les cases mémoire partagées, d'accord ? Et on n'a pas de variables, déjà, on a de variables au sens de variables qu'on peut muter. Et donc, forcément, notre condition, c'est une commande qui doit pouvoir lire la mémoire et puis s'évaluer en un booléen qui dit si oui ou non les conditions sont remplies. Et alors, avec cette convention, on peut effectivement coder le with R when condition B do C, comme prendre le verrou, tester la condition B. Si elle est vraie, c'est bon, ou l'attente retourne, on fait C et on rend le verrou. Si la condition est fausse, on est obligé de faire de l'attente active, donc on rend le verrou. Idéalement, on attend un petit peu ici, on reprend le verrou et on réessaye. Bon. Et on arrive à dériver une règle, mais qui n'a pas l'élégance de celle de O'Hearn, donc je ne vais pas vous la montrer plus en détail. En revanche, je vais vous montrer un peu plus en détail le schéma producteur-consommateur. Donc, c'est une généralisation de notre exemple synchronisation et transfert de ressources, où on peut transférer successivement plusieurs ressources. Dans notre exemple de tout à l'heure, avec le nombre premier là, qui passait de la gauche vers la droite, une fois qu'on avait transmis un nombre premier, on ne pouvait plus en transmettre d'autres. Et donc là, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça à l'intérieur d'une boucle. Une boucle de producteur donc qui calcule des valeurs successives, x, x1, x2, et les envoie dans un tampon partagé. Et puis, en parallèle, avec un ou plusieurs consommateurs, donc qui vont ressortir des choses du tampon et les utiliser. Alors, on va faire le cas simple où le tampon est de taille 1, donc on ne peut avoir qu'une valeur en transit. Et il y a une solution très jolie avec 2 sémaphores. Donc on a donc 3 variables, 3 cases mémoire partagées. L'une B qui est le tampon, une case mémoire. S1 qui est un sémaphore, qui est à 1 lorsque le tampon est plein. Quelqu'un a mis une valeur dedans et elle n'est pas encore consommée. Et S0 c'est un sémaphore qui est à 1 lorsque le tampon est vide. Il ne contient pas de données qui a été produite et pas encore consommée. Et du coup, l'implémentation de produce, la primitive qui produit une certaine valeur x, c'est juste attendre que le tampon soit vide, pour être sûr de ne pas écraser une donnée en transit, écrire x dans le tampon, et signaler que le tampon est non vide. Et le consommateur, lui, il attend que le tampon soit non vide. À ce moment-là, il lit le contenu du tampon, et il signale que le tampon est vide maintenant. Enfin, ou que son contenu peut être écrasé puisqu'il a été lu. Et il n'a plus d'importance. Donc il signale que le tampon est vide et il renvoie la valeur qui vient d'être lue. Donc une implémentation extrêmement simple de ce schéma ici. Et alors maintenant, comment est-ce qu'on va spécifier ça ? Eh bien, c'est très simple. Donc on va noter RI de x, l'invariant de ressources qui est associé à la donnée x, donc qui peut dépendre de la valeur qui est écrite dans le tampon. Produce, il faut en précondition qu'il y ait RI de x, donc l'invariant de ressources associé à la valeur x qu'on est en train de produire, de mettre dans le tampon est vrai. Et quand produce retourne, il a perdu l'invariant de ressources, la ressource, donc c'est emp. Maintenant la ressource, elle est dans l'état mémoire partagé. Et consume, symétriquement, sans hypothèse, retourne forcément un x qui vérifie RI de x. Donc consume a acquis un x et l'invariant de ressources associé.
Et ce n'est pas très difficile de vérifier ces deux triplets en prenant le bon invariant J pour l'état partagé. Donc J de B, J de notre buffer, c'est la conjonction donc, de deux invariants, un pour chacun des sémaphores. L'invariant pour le sémaphore vide, c'est donc quand le sémaphore est vide, quand le sémaphore vide est à 1, la case mémoire B est valide. Et l'invariant pour le sémaphore S1, c'est quand il est à 1, il y a une valeur X dans B et l'invariant de ressources associé. Donc, quand le sémaphore S0 est à 1, on peut écrire dans B. Quand le sémaphore S1 est à 1, on peut lire dans B, en particulier, et récupérer RI de X. Et alors, bien sûr, ça veut aussi dire que les deux sémaphores ne peuvent pas être à 1 en même temps. Ça, on le voit bien ici. Et voilà. Donc l'exemple du producteur-consommateur. Alors après, il y a plein de variantes. On peut faire avec des buffers de taille bornée, qui sont des tableaux circulaires, etc. Mais le principe reste le même. Et donc maintenant, pour finir le cours, donc dans ce dernier quart d'heure, on va regarder la correction sémantique de cette logique de séparation concurrente. Alors c'est, comme je l'ai déjà un peu mentionné, c'est une longue histoire. Donc d'abord, il y avait des doutes sur la correction sémantique de la logique de séparation concurrente, qui ont été levés donc, en 2004 par la démonstration de correction de Brooks. Mais c'est une démonstration assez complexe. Donc Brooks procède par d'abord une sémantique dénotationnelle qui prend les commandes et vous rend une dénotation sous forme de traces d'action, donc une technique qui vient des calculs de processus. Et ces traces d'action, elles ont deux sémantiques. Il y a une sémantique globale qui est d'affecter un état mémoire global, bon, c'est facile, et une sémantique locale qui, elle, est beaucoup plus subtile, qui met en évidence la possession des ressources et les transferts de ressources qui se produisent lorsqu'on rentre ou on sort d'une section critique. Et pour décrire précisément ces transferts, il faut que les invariants de ressources soient précis. Donc voilà. Et donc à la fin, la démonstration est là. Mais c'est une démonstration compliquée et qui a un peu semé le doute sur la logique de séparation concurrente. Est-ce qu'une logique de séparation, une logique de programme dont la preuve de correction sémantique est aussi compliquée, est-ce qu'une telle logique est vraiment honnête ou bien est-ce qu'on a raté quelque chose ? Et puis après, il y a eu donc plusieurs simplifications de la preuve et qui débouchent sur une version vraiment minimale de Victor Vaffeiadis dans un article de 2011 et que je vais vous montrer maintenant. Donc la preuve de Vaffeiadis, c'est un raisonnement direct et élémentaire sur les suites de réduction, donc directement sur la sémantique opérationnelle. On utilise un prédicat compté, donc safe n c'est h, qui dit qu'en n étapes, l'exécution de C partie de h ne fait pas d'erreur, et si elle termine, elle satisfait la post-condition. Donc ça, c'est des techniques qu'on a déjà vues un petit peu, en particulier au deuxième cours, pour la logique de Hoare séquentielle. Et dans la démonstration de Vaffeiadis, seule la règle de conjonction exige des invariants de ressources précis. Alors, quelles intuitions on peut avoir sur ce triplet de logique de séparation concurrente, dans J, PCQ? Il y a une intuition un peu déductive. C'est comme si on montrait P étoile J, C, Q étoile J, avec en plus le fait que J est invariant. C'est-à-dire que tous les triplets qui apparaissent dans la dérivation sont de cette forme. Ils sont tous des étoiles J, et J est préservé par toutes les étapes. Bon. Et à cette intuition déductive correspond une intuition plus opérationnelle, qui est qu'à chaque étape de calcul, votre état mémoire courant grand H peut se décomposer en trois parties disjointes. H1, HJ, HF. H1, c'est la mémoire qui est propre à la commande C, c'est votre mémoire, de vous, le processus que l'on considère. HJ, c'est la mémoire partagée, celle qui est accessible uniquement par les sections atomiques. Et HF, c'est la mémoire encadrante. Et donc c'est le reste de la mémoire, et ça inclut en particulier les mémoires propres des autres processus qui s'exécutent en parallèle avec C. D'accord ? On ne sait pas trop où ils sont, qui ils sont, combien il y en a, mais on sait que leur mémoire propre est dans HF et est disjointe de HJ et de H1. Du coup, on va définir un triplet sémantique, d'accord,
qui est que si vous avez un état mémoire H qui satisfait la précondition P, alors H étant l'état mémoire local, en fait, hein, l'état mémoire propre à C, alors l'exécution de C dans cet état propre H, pour n étapes, au maximum n étapes de calcul, ne va pas faire d'erreur, donc ne va pas planter dans les n premières étapes de calcul, et si elle termine dans les n premières étapes, la postcondition Q est satisfaite, et l'invariant J sur la mémoire partagée est un invariant, et préservé tout au long des n étapes de réduction. Alors, donc deux choses, et bien sûr, on quantifie ensuite universellement sur n, et donc ça va nous dire, donc quel que soit le nombre d'étapes de réduction, on ne fait pas d'erreur, et si on termine avec la postcondition satisfaite. Alors vous pouvez me demander, bon, alors pourquoi un triplet faible? Pourquoi pas un triplet fort, comme la semaine dernière, pour la logique de séparation séquentielle? C'est qu'en fait, on n'arrive pas à démontrer la terminaison. Dans la plupart de nos exemples, vous avez vu, il y a de l'attente active, le P des sémaphores, par exemple, il peut boucler infiniment longtemps avant que le sémaphore soit disponible. Donc, on ne va pas arriver à prouver la terminaison, et ça reste un problème relativement ouvert de montrer la terminaison de code parallèle en logique de séparation. Donc, notre triplet, il est faible. Et alors, pourquoi le comptage de pas? C'est, comme on l'avait dit au deuxième cours, c'est un moyen simple d'avoir un principe de récurrence. D'accord ? Et l'alternative, qui serait d'avoir un prédicat co-inductif, ne marche pas très bien. Le prédicat qu'on va définir, Coq ne le reconnaît pas comme co-inductif. Donc, on va compter les pas, c'est pas grave. Alors, c'est quoi les règles pour ce prédicat inductif? Alors, il y a la règle qui dit qu'en 0 étape, toutes les commandes sont sûres. La règle qui dit que si la commande est terminée, c'est juste un petit a, une expression pure, alors elle est sûre si la postcondition Q est satisfaite de la valeur de A et de l'état mémoire propre courant. Et puis, il y a la troisième règle, qui est un peu plus costaud, qui vous dit ce qui se passe quand C, justement, n'est pas terminé, C n'est pas une expression pure. Et à ce moment-là, il va falloir envisager toutes les réductions possibles de C. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, n'ayez pas peur. Donc, C, dans l'état mémoire H1, est sûr pour n plus une étape si... J'ai mis un peu de rouge pour vous aider à lire. Dans tout état de la forme H1 plus HJ plus HF, avec HJ satisfaisant l'invariant de ressources, C ne va pas partir en erreur. Et, deuxièmement, si maintenant C dans cet état mémoire H un peu compliqué se réduit en C' dans H', alors l'état mémoire suivant, H', se décompose lui aussi en H1' union HJ' union HF. Donc la partie encadrante n'a pas changé. La partie partagée peut avoir changé, mais doit toujours satisfaire l'invariant J. Et la partie propre peut avoir changé, bien sûr, mais la nouvelle commande C' dans la nouvelle partie propre doit être sûre pour n étapes. D'accord ? Et comme on passe de n plus 1 à n, vous voyez que on a notre critère inductif qui est satisfait. Voilà, donc c'est un peu effrayant, mais on arrive à travailler avec cette règle et montrer que donc, le triplet sémantique satisfait les règles de la logique de séparation concurrente. Alors, il y a un bon nombre de règles à vérifier. Vous pouvez vous reporter au développement Coq qui accompagne le cours, où j'ai fait la preuve pour vous. Et en fait, la démonstration est très... il y a un truc qui marche à tous les coups, qui est de bien manipuler cette décomposition de l'état mémoire courant en H1, l'état mémoire propre, HJ, l'état mémoire partagé, et HF, l'état mémoire encadrant. Et là, j'ai essayé de vous montrer pour un certain nombre de règles comment est-ce qu'on passe d'une décomposition appropriée pour la conclusion à une décomposition appropriée pour la prémisse. Par exemple, pour la construction atomique, d'accord ? Donc on part de H1, HJ, HF, et l'état mémoire partagé, HJ, on le met dans l'état mémoire propre. Et puis du coup, on met vide comme état mémoire partagé. D'accord ? Ça reste une décomposition valide, mais du coup, maintenant, l'état mémoire propre peut accéder à l'invariant de ressources HJ. Là, c'est la règle pour initialiser un bout de mémoire propre, donc la donnée
J'. Donc le J', là, ça correspond à H2. Enfin, notre état mémoire propre, c'est H1 qui satisfait P, H2 qui satisfait J'. Et donc, on garde H1 et on donne H2 à l'état mémoire partagé. Et encore une fois, on a la bonne comptabilité, on n'a rien perdu. Il n'y a pas de mémoire qui se perd, il n'y a pas de mémoire qui se crée, mais il y a de la mémoire qui bouge entre les différentes parties de notre classification. Alors, comme c'est trop amusant, on va encore faire 3 règles. Là, c'est l'étape parallèle, la composition parallèle de C1 et de C2. Donc, on part d'un état mémoire qui est séparé en H1 satisfaisant P1, H2 satisfaisant P2. Et là, on peut réduire soit dans C1, soit dans C2. Alors, si on réduit dans C1, on utilise la première prémisse en disant je me focalise sur H1 comme mon état mémoire propre, et puis l'état mémoire H2, qui est celui d'un autre processus, il va aller dans l'état encadrant. Et donc, il ne va pas bouger. En revanche, si c'est le processus C2 qui fait un progrès, qui avance, qui réduit, alors c'est H2 l'état mémoire propre, et H1 c'est l'état mémoire propre d'un autre processus, et donc il est rejeté dans la partie encadrante. Ça, c'est l'encadrement au niveau de la ressource partagée, au niveau de la mémoire atomique. Et donc, dans la mémoire atomique, on avait HJ et HJ'. Et temporairement, on oublie HJ', c'est-à-dire qu'on la met dans l'encadrement. Et puis, on se focalise sur HJ comme mémoire partagée. Et ça, c'est l'autre encadrement, l'encadrement séquentiel usuel. Et donc, si on a H1 et H2, on envoie H2 dans l'encadrement et on se focalise sur H1 comme mémoire locale, comme mémoire propre. Donc voilà, donc on fait ce genre de raisonnement pour toutes les règles et le résultat tombe. On a donc notre logique qui est sûre, qui est correcte vis-à-vis de la sémantique dynamique. Et donc, juste pour finir, on va revenir sur cette histoire d'absence de course critique. Donc rappelez-vous, on avait modélisé les courses critiques en disant si on a une exécution parallèle où chacun des processus peut immédiatement accéder à une case mémoire L, une même case mémoire L, alors on a une course critique et on se réduit en erreur. Alors, bien sûr, il faut donner une règle pour les constructions atomiques. Et pour les constructions atomiques, on est obligé de dire qu'on n'accède rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Excusez-moi. Essentiellement, ici, on va dire qu'on n'a pas de course critique entre accès mémoire non atomique. Voilà. Donc, si on dit donc, que ACK, ce sont les accès mémoire non atomiques, donc forcément ACK de atomique de C, c'est l'ensemble vide, et la démonstration de correction sémantique passe encore. Et donc, ce qui montre qu'une commande C prouvable en logique de séparation concurrente ne contient pas de course critique entre accès mémoire non atomique. Alors bien sûr, si vous faites 2 écritures dans P atomique en parallèle, c'est possible, c'est prouvable, et ce n'est pas considéré comme une course critique. Bon, c'est un peu le meilleur résultat qu'on puisse obtenir ici. Très bien, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce cours. Donc un petit point d'étape. Donc je vous avais dit la semaine dernière que l'apparition de la logique de séparation en 2001, ça avait été une espèce d'éclair dans le paysage des logiques de programme, là, qui n'avait pas fait énormément, enfin, qui avait fait des progrès, mais relativement incrémentaux depuis les idées fondatrices de Hoare et de Floyd. Donc 2001, d'accord, c'est l'éclair, et donc du coup 2004, la logique de séparation concurrente, c'est le coup de tonnerre qui va avec. Donc on se rend compte que les mêmes idées de séparation, de raisonnement local, s'applique aussi dans d'un contexte de parallélisme à mémoire partagée, contexte extrêmement difficile. Tout le monde sait que c'est difficile de programmer dans ces circonstances, qu'il y a plein de bugs subtils, et les tentatives de faire des logiques de programme pour le parallélisme n'avaient pas très bien fonctionné jusqu'ici. Donc, il y a ce travail de Vicky et Gris en 1976, un autre de... j'ai oublié le nom de l'auteur, excusez-moi, mais... bref, donc il y a eu quelques travaux sur Relay Guarantee, voilà, j'ai oublié le nom de l'auteur, quelques travaux où on arrivait, qui en fait se focalisaient à décrire très précisément les interférences qui pouvaient se produire, alors que cette logique de séparation concurrente, au contraire, elle s'attache à décrire facilement les cas où il n'y a pas d'interférence et à maîtriser l'interférence à travers quelques constructions de base comme les sections critiques ou les sémaphores, ou etc.
Et donc, c'est devenu beaucoup plus simple de montrer des propriétés de sûreté de base des calculs parallèles. L'absence de course critique, la sûreté de la mémoire, pas d'accès mémoire après un free, pas de double free, etc. L'intégrité des structures de données. Si vous partagez une liste chaînée, elle est toujours bien formée, elle ne va pas former un cycle tout d'un coup. Et la possibilité donc, de transférer de manière sûre des données entre processus. Par exemple, allouer dans un processus et transmettre et désallouer dans un autre. Donc voilà, donc c'est vraiment une très très belle logique pour montrer des propriétés de sûreté. Après, elle a encore des faiblesses. Il y a encore du progrès à faire pour montrer la correction fonctionnelle. Donc non seulement que le programme ne plante pas, mais qu'il calcule quelque chose d'utile. Et un petit quiz que vous pouvez garder en tête pour la semaine prochaine, c'est celui-ci. Donc en parallèle, on incrémente de manière atomique x 2 fois. On part de x est égal à 0. Peut-on montrer x est égal à 2 à la fin? Et on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Et pour finir, donc, une petite bibliographie pour aller plus loin, en particulier donc, ce livre de référence de Herlihy et Shavit sur le parallélisme mémoire partagée, avec énormément d'algorithmes importants qui sont décrits. Donc l'article fondateur sur la logique de séparation concurrente de O'Hearn, révisé en 2007, la démonstration simple de la correction sémantique, celle qu'on a utilisée et qui est due à Victor Vaffeyadis, une mécanisation alors un peu pataude que j'ai faite en Coq et que vous trouverez dans le développement Coq correspondant à ce cours. Et puis, d'ores et déjà, un pointeur vers l'infrastructure IRIS, donc qui est une infrastructure en Coq pour définir des logiques de séparation concurrentes et qui est un peu l'état de l'art dans le domaine. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine.